vous êtes sur Afrique Média, c'est Afrique Horizon. C'est le troisième horizon de cette émission. Alors, nous partions à prendre une page de publicité tout à l'heure et nous disions avec vous, docteur Wansi, qu'il y a quand même, vous avez mis le monde tout à l'heure comme un rapport de force ou alors une propriété des grandes puissances qui doivent le gérer comme ils le veulent, elles le veulent. Je ne sais pas si j'ai trahi vos mots, mais il y a quand même une inquiétude. Je veux dire, hein, il ne faut pas que les grandes puissances s'arrogent le directoire du monde. Parce qu'il y a déjà des puissances émergentes. Cela ne justifie pas le fait que, à l'intérieur des puissances émergentes, à l'intérieur des pays pauvres, nous puissions excuser les dictateurs qui se pérennisent au pouvoir et qui pillent les biens qui appartiennent au peuple. On ne peut pas se prévaloir du fait qu'il y a un directoire mondial de grandes puissances pour dire alors ils attaquent nos dictateurs. Je veux dire ici, à part les Arabes. Vous continuez, docteur. Oui, quels sont les pays? Est-ce qu'il n'y a pas trop de mal? Est-ce qu'il n'y a pas trop de mal que commet ce directoire-là à l'échelle planétaire? Oui. Et à l'échelle même africaine? Vous savez, en fait, hein, c'est comme si vous refusez de voir. Il n'y a pas de... Les nations se combattent. Avant, à l'époque romaine, les nations se combattaient dans les arènes. Vous comprenez? Ou encore s'envahissaient les unes les autres. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, il y a des changements, il y a des formes plus subtiles de combat. Je dis que si vous êtes dans le cas d'un pays africain et que vous prêtez le flanc, c'est-à-dire vous commencez à égorger, à emprisonner les gens, ceux qui ont intérêt à ce que vous tombez vont vous faire tomber. Vous comprenez ce que je vous dis? Lorsqu'on prend par exemple le cas de la Guinée, on voit quand même un boom dans ce pays. On prend par exemple le cas de la Centrafrique, on voit des indicateurs de développement, on voit un certain nombre de choses. Mais pourquoi cet accablement? Accablement, vous dites, hein? Je ne pense pas qu'il y ait accablement en tant que tel. Il y a des formes de gouvernance. Ce n'est pas parce que vous offrez du pain à quelqu'un que vous devez le prendre le lendemain. Ce n'est pas normal. C'est ce qu'on est en train de vous dire, que lorsqu'il y a des prisonniers qui croupissent, lorsqu'il y a des villages entiers qui sont incendiés, lorsqu'il y a des gens qui disparaissent dans les prisons. Je vous prends le cas. Je connais un pays où un gars a été balancé d'un hôtel dans une capitale. Des années après, on n'a jamais pu trouver qui en était l'auteur. Et s'il appartenait à ces réseaux, tant pis pour lui. Même s'il appartenait à... Moi, ce que je veux dire, je vais simplement dire que je suis un leader jeune. Je devrais avoir une approche jeune, différente de celle de nos aînés que vous êtes. Parce que, voyons bien que les années 90, 92, 93, les rues africaines bouillonnaient de revendications. Les rues africaines bouillonnaient de revendications et 15 ans après, leur situation n'avait pas changé. Oui, à cause d'une démocratie, on continue à cause d'une démocratie servie sur un plateau en or avec le discours de la bolle. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que 5 ans, disons 20 ans après, il y a des nouvelles générations qui arrivent. C'est les nôtres. Ces nouvelles générations subissent des choses différentes. Vous avez connu la rue, nous on n'a pas connu la rue. Nous on a connu Internet. On a connu une autre forme d'expression, une autre forme de revendication, adaptée à l'évolution du temps. Et nous pouvons constater aujourd'hui que grand nombre des grandes capitales africaines qui bouillonnaient de revendications il y a 20 ans se construisent. Il y a des changements. Je vais chuter sur la Guinée équatoriale, sur le Tchad, même sur le Cameroun. Et même sur le Cameroun. Vous ne pouvez pas me dire que la situation camerounaise d'aujourd'hui est la même d'il y a 20 ans. Non. Les choses évoluent. De manière lente, certes, mais les choses évoluent. Donc, je pense que nous devons avoir une autre approche. Nous devons avoir une autre approche, nous les nouvelles générations. Nos dictateurs, ce sont nos dictateurs. L'approche que je propose à la jeunesse, c'est de collaborer avec ces dictateurs.
tout en leur faisant comprendre, que la dictature est dangereuse pour les générations futures. Parce que si vous rejetez le dictateur avec fracas, ce dictateur qui a 30 ans de régime de pouvoir, qui a toute une administration à sa guise, qu'est-ce qu'il va faire? Il ira recomploter avec les grandes puissances pour vous mater. Et nous en serons tous des perdants. Donc il faut avoir une autre approche. Il ne faut plus qu'on se laisse manipuler par les grandes puissances qui elles-mêmes nourrissent les dictatures. Donc il faut mettre à contribution l'intelligence humaine. Il faut mettre à contribution l'intelligence humaine. Et il faudrait s'appuyer sur la jeunesse. Il faudrait avoir une autre approche. L'approche conflictuelle, pour moi, n'est pas la bonne. Alors, l'approche conflictuelle, l'approche qui consiste pratiquement à étaler les biens supposés, parce qu'on est toujours dans les accusations, je le précise, les biens des présidents, des chefs d'État africains et de leurs enfants. Dieu la conscience. Ouais. Je veux quand même vous poser une question, et cette question est centrale. Il va falloir qu'on s'attable dessus. Qui commettent plus de mal, les chefs d'État africains ou ceux-là qui sont, comme disait tout à l'heure Dr Wansi, au directoire du monde? Avant de répondre à cette question, ce que je voudrais dire, il vient de dire quelque chose de très très dangereux, hein, qui donne l'impression que les peuples africains seraient atteints du syndrome de Stockholm. Les peuples africains vivant sous dictature seraient atteints du syndrome de Stockholm. C'est vrai dans une certaine mesure, comme dans le cas de nos dictatures d'Afrique centrale. Voilà. Où on voit, par exemple, au Cameroun, voilà, au Cameroun, je me souviens, on vient de faire une augmentation sur le prix de l'énergie électrique. C'est passé comme une lettre à la poste. On n'a rien fait. Personne n'a rien dit. Pourtant, chacun est touché dans son porte-monnaie par une telle mesure. Et on sait qu'elle est injuste. On a tout dernièrement le président de la République, dans une logique de paix, entre guillemets, a mis sur pied un code électoral de la fraude. Un code électoral grossier de la fraude qui annule tous les privilèges que nos illustres aînés, les Pius Ndiaye et les Célestin Monga, le père de Ndiaye ici, ont obtenu depuis 90. Or, ce code électoral nous remet dans une position où c'était pratiquement de parti unique à l'époque. Les Camerounais n'ont rien dit. L'opposition dit qu'elle va descendre dans la rue. Elle annonce qu'elle va descendre dans la rue. C'est-à-dire qu'elle annonce au dictateur que, écoutez, comme au quartier, un peu comme au quartier, arrêtez-moi sinon je vais tuer quelqu'un. Arrêtez-moi sinon je vais tuer quelqu'un. Alors, rapport fait? Bon, le rapport avec la situation avec l'actualité, les biens mal acquis, l'accusation... C'est que les peuples africains sont dans une situation à peu près de résignation, mais c'est une résignation qui, de mon point de vue, a un corollaire. C'est que elle est effrayée. Le peuple est effrayé, la population est effrayée par les armées qu'on ne cesse d'exhiber devant elle. Hein, vous voyez des gens qui passent le temps à investir. Il y a des pays en Afrique centrale, notamment au Congo, Brazzaville et Sassou, là. Même au Congo Kinshasa, Kabila, où vous voyez un président qui met sur pied une armée prétorienne qui est son armée à lui. Vous vous rendez compte? Au Cameroun, dans le cas du BIR, hein, qui est une armée supra-armée. Ça veut dire que même c'est une armée qui fait des mécontents même dans l'armée. Parce qu'ils sont une armée au-dessus de l'armée. Et qui appartient au dictateur en place. C'est très dangereux ça. Maintenant, là où Ndiaye sera certainement d'accord avec moi, c'est quoi? C'est que, je voudrais dire qu'il a dit nos dictateurs, c'est nos dictateurs. Bon, si on part sur cette base, ça pose le problème de l'intérêt de ceux qui ont à dénoncer ou qui veulent dénoncer la gestion de ces supposés dictateurs. N'est-ce pas? Voilà. Bon, voilà. Ici encore, ça voilà la question. C'est ça la question. De fond. Toute personne de bonne foi, tout citoyen du monde de bonne foi, a intérêt à défendre ces causes-là. Ça, c'est d'un. Mais ils n'ont pas plus intérêt. Et si en défendant ces causes, ça ne profite pas aux populations africaines,
camerounaise, congolaise, guinéenne, malienne, ainsi de suite. Vous savez, ça ne profite pas. Vous savez, en justice, on dit, il y a une assertion juridique qui dit, je parle devant un juriste universitaire, pas d'intérêt, pas d'action. Hein? Lorsque vous n'avez pas d'intérêt, la justice peut vous débouter justement parce que vous voulez engager une procédure dans laquelle on ne voit pas quel intérêt est-ce que vous avez à mener une telle action. Mais alors, ce que je voudrais dire ici, c'est que les dictateurs africains, hein, là je vais rappeler à votre bon souvenir l'appellation de dictateur éclairé. Hein, l'appellation de dictateur éclairé que certains ont annoncé à l'époque. Donc, il y a des dictateurs, on a qualifié Kadhafi de dictateur. On a qualifié Robert Mugabe de dictateur. On a qualifié, Obiangema est un dictateur. Mais le cas d'Obiangema, par exemple, ça, franchement, je pense que si nous avions en Afrique des dictateurs comme ça, je ne veux pas dire qu'il a éclairé, qui utilisent les ressources de leur pays pour faire de leur pays des paradis terrestres, tel que c'est le cas actuellement. Vraiment, je crois que... Oui, je confirme cela. Et curieusement, son fils a été pratiquement... Ça n'enlève pas que... Ça n'enlève en rien le fait que son fils est certainement auteur de certains actes d'enrichissement illicite. Vous n'avez pas répondu. Qu'il faut prouver. Attendez. Qu'il faut prouver. Il y a une question. Lorsqu'on fait cette perquisition, d'ailleurs, la question s'adresse à vous tous. Lorsqu'on fait une telle perquisition avec des biens mobiliers, des montants de ce genre, alors ça profite à qui? Moi, je voudrais dire ceci, mon cher Hubert. Écoutez, permettez-moi de chuter là-dessus. On a beau être fils de président, qu'on peut changer. On a beau être fils de dictateur africain, qu'on peut changer pour devenir nationaliste. Docteur, je crois que sur ce plan-là, on peut être d'accord. On a beau être fils de Hitler, qu'on peut changer pour devenir autre chose. Je vous prends des exemples. Vous connaissez le professeur Éric Mathias Onangini, qui est le fils d'un éminent constitutionnaliste camerounais, qui a été un des gros potentats du régime de M. Biya. Mais le professeur Éric Mathias Onangini, c'est une autre pensée de la gestion de la chose publique. Le dynastocrate gabonais, hein, Ali Bongo. Il faut dire que la dynastocratie, pour moi, c'est la succession des présidents de la même famille. Alors, vous voulez dire quoi d'Ali Bongo? Ali Bongo qui est arrivé au pouvoir par les méthodes de la France-Afrique qu'on connaît. Certainement, la France-Afrique n'attendait pas de lui certains actes qu'il pose. Ça en est démarqué. Voilà. Aujourd'hui, il prend des actes qui démontrent que, mais attendez, je suis d'abord africain. Alors, subitement, on commence à lui dire que d'abord même, mais lui-même, il est dictateur, il est perçu comme un dictateur. Bon, attends, et Robert Mugabe, il faut rappeler que Robert Mugabe a exigé, pendant tout le temps que la première décennie au pouvoir, l'application du traité de Lancaster House pour la répartition des terres au Zimbabwe. Alors, jusqu'à ce qu'il a pris les terres de force pour les remettre, on l'a fait dictateur. Pareil pour Gbagbo, je vous en prie. On va revenir. Dieu la conscience. On va revenir tout à l'heure et pour quitter ce dossier des biens mal acquis, on va peut-être revenir parce que c'est le Cameroun qui a fait revenir cette actualité au bout du jour. Avec le fils du président Paul Biya, il y a... Lors du débat sur les biens mal acquis du président camerounais, le ministre de la Communication du Cameroun, Issa Chiroma Bakari, a été reçu sur France 24. Issa Chiroma Wonderful. Et on va l'écouter. Les biens mal acquis, une affaire qui visait jusqu'à présent les présidents du Gabon, le défunt Omar Bongo, le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso et Teodoro Obiang, le président de Guinée équatoriale. Et bien aujourd'hui, c'est Paul Biya qui est dans la ligne de mire de la justice. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire après une plainte déposée par une association, l'Union pour une diaspora active. Le président camerounais est soupçonné de s'être constitué un important patrimoine en France, financé par des détournements de fonds publics. Alors nous sommes en ligne avec Issa Chiroma Bakari. Bonsoir, vous êtes le porte-parole du gouvernement camerounais. Alors première question, est-ce que Paul Biya possède, comme l'affirme cette association, un important patrimoine en France? Je rappelle que le comité catholique contre la faim a affirmé il y a peu de temps que le président camerounais possédait plusieurs châteaux en France. Alors est-ce que vous confirmez cela? Non, mensonge grotesque, diffamation, calomnie à l'endroit du président de la République du Cameroun.
Tout de suite, madame, le cabinet civil vient de publier un communiqué de presse et dans lequel le président de la République du Cameroun, de surcroît d'une sérénité imperturbable, annonce que ni de près ni de loin, ces accusations ne concernent le président de la République du Cameroun. Et madame, ce que je voudrais que vous sachiez, à ce moment précis de l'histoire de notre nation, c'est que l'approche de l'élection présidentielle est le moment propice que saisissent tous les protagonistes de la conquête du pouvoir pour administrer les coups les plus sordides à leur adversaire. Malheureusement pour eux, ceci n'est qu'un coup d'épée dans l'eau parce qu'ils sont passés juste à côté. Leurs accusations ne concernent ni de près ni de loin le président de la République du Cameroun. Mais de deux, je tiens à vous dire une chose, que entre le Cameroun et la France, les relations suivent la perfection. Monsieur Tiroma, il y a non seulement cette association, mais il y avait également un rapport du comité catholique contre la faim qui jetait les mêmes accusations contre le président Biya. Est-ce que si cette plainte se poursuivait en France, est-ce qu'elle pourrait avoir des conséquences diplomatiques? Madame, je vous ai dit qu'entre le Cameroun et la France, il n'y a pas l'ombre d'un doute que les relations sont absolument sereines. Je vous disais que ces relations frisent la perfection. Donc il n'y aura pas de conséquences diplomatiques. ONG. Attendez, madame. J'ai dit que ce ne sont pas les agitations d'une ONG, dût-elle être française en son temps et puis aujourd'hui camerounaise, qui pourrait mettre à mal ces relations excellentes. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que ça tombe pas très bien, et vous-même, vous l'avez dit, pour le président Biya, qui va se représenter en 2011. On rappelle que ça fait près de 30 ans qu'il est au pouvoir. C'est même le doyen des chefs d'État africains. Est-ce qu'il va lutter... Nous en sommes... Oui. Oui. Alors, un des problèmes du Cameroun, c'est la corruption, on le sait. Est-ce que ce sera l'un des défis du président Biya? Oui, absolument. Je voudrais annoncer une chose, que la volonté du président de la République du Cameroun à éradiquer la corruption ne saurait être mise en doute par qui que ce soit. Aujourd'hui, il n'y a qu'à voir le nombre de ses proches collaborateurs rendus coupables de détournement et de la corruption qui se trouvent dans nos prisons, madame. Des anciens secrétaires généraux de la présidence, des anciens ministres d'État, des ministres, des anciens directeurs généraux. Aujourd'hui, la lutte contre la corruption dans notre pays est le cheval de bataille numéro 1 du président Biya, et je peux vous dire que c'est toute la nation qui, derrière lui, l'encourage à aller de l'avant. Voilà, le Cameroun, qui est quand même, on le rappelle, l'un des pays les plus corrompus selon Transparency International. Merci beaucoup, Issa Tiroma, d'avoir été en direct avec nous dans ce journal. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du gouvernement camerounais. Débat, commentaire de l'actualité sur Afrique Média, c'est Afrique Horizon. Alors, vous venez, docteur Wansi, je vous pose la question. Voilà la position du ministre de la Communication du Cameroun, Issa Tiroma Bakary, dans ce débat, ou alors dans cette question d'actualité, il y a aujourd'hui pratiquement plus d'un an, sur les biens mal acquis du président de la République. Et d'ailleurs, il a affirmé que le président de la République du Cameroun n'a pas de biens acquis, en fait, des biens à l'étranger. Et aujourd'hui, parce que c'est l'accusation portée contre son fils qui est à l'ordre du jour. Vous pensez que ça va aussi, ça va progresser cette accusation? Parce que l'autre n'a pas progressé. Oui, je voudrais réagir exclusivement en enseignant, en scientifique de la loi. Oui. Je veux dire que une accusation est une accusation. Elle doit être corroborée par des preuves. Ou encore, lorsqu'il y a un procès, il faut attendre le résultat du procès, la fin du procès. Quant à M. Tiroma, c'est tout à fait normal. Il défend les positions du prince dont il est au service. Il est au service du prince et il doit défendre les positions du prince. Je n'attendrai pas le contraire de lui. Je ne lui lancerai pas la pierre parce que c'est un exercice très difficile que de défendre un chef d'État africain. Vous comprenez? Parce que les chefs d'État africains sont des hommes parfois très imprévisibles et il n'est pas facile de gouverner. Vous comprenez?
il n'est pas Peut-être que vous voulez dire qu'il n'est pas facile de gouverner en Afrique où on a des influences étrangères de toutes sortes. Chaque fois que les Africains sont en difficulté, ils appellent les pays occidentaux au secours. Lorsqu'ils sont en faute, ils récusent l'opinion des pays occidentaux. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est-à-dire, il y a une récupération du mot occidentaux, du mot occident, selon les situations. Vous comprenez? C'est en fonction des jeux d'intérêt, quand même. En fonction des jeux d'intérêt. Je connais une situation actuelle où on est en train de demander aux Occidentaux d'intervenir. La situation du Nord Mali. On va en parler tout à l'heure. Vous nous permettez, donc vous nous donnez l'opportunité de prendre le dernier élément de ce sujet sur les biens mal acquis. Il s'agit du père Bongo Ondimba, en fait le père de Ali Bongo, qui s'exprime même lorsqu'il était face aux accusations. Nous le suivons. J'ai dit à mon avocat, j'ai dit, vous cherchez le médecin, bon voilà, les finances les savent. Mais le 233, ils peuvent les justifier. Mais nous on rigole, moi intérieurement je rigole, je dis voilà encore un qui a frappé à côté. Mais tout ça, ça rime à quoi? C'est un véritable complot. Ça voulait dire que bon, les Gabonais, mettez-vous dans la rue pour dire bongo, bongo, et puis après, dites qu'il doit partir, après, il faut qu'il soit enterré. Petit effet, grande conséquence. L'affaire va faire différentes victimes, à commencer par le secrétaire d'État à la coopération, Jean-Marie Bockel, dont les prises de position publiques exaspèrent le président Bongo. Je veux signer l'acte de décès de la France-Afrique. Nous, Africains, nous avons un certain sens de l'honneur, de l'amour propre. Chez nous, on ne s'attaque pas aux gens, dire ceci, cela. Quand on est petit, on agit comme un petit. Quand on est grand, on agit comme un grand. Et quand on est membre d'un gouvernement, de propal en porte-pièce, ce n'est pas de mise. Je crois que quand un ministre veut parler, surtout d'un autre pays, il faut qu'il tourne cette fois sa langue. Peut-être la 7e fois, il s'apercevra que ce qu'il allait dire, c'est énorme. Mais soulever toute l'Afrique pour dire qu'il va enterrer l'acte de ceci, de cela. Ce n'est pas Bongo. Ainsi parlait donc le président Omar Bongo Ondimba. Juste quelques mots pour sortir de ce sujet. Joe la conscience. Moi je pense que le président Bongo, à l'époque, on l'a vu se battre comme un beau diable devant ces accusations. Mais chacun de nous sait qu'elles sont vraies. Chacun de nous sait que Bongo avait une fortune, un peu comme Mobutu. Une fortune, il faut rappeler même aux gens que... On précise que sur le compte de Mobutu, on n'a rien trouvé. Oui, et par exemple, actuellement, on précise... les enquêtes menées que, par exemple, le président équato-guinéen n'a pas de compte à l'étranger. Ça, c'est vrai. Ça, c'est les pratiques de la mafia. Ça ne doit pas se surprendre. Hein? Comment est-ce que vous pouvez penser que quelqu'un comme Mobutu n'a rien? Quelqu'un dont on avait estimé la fortune à plus de 3000 milliards de francs CFA non dévalués. Alors, cette fortune s'est évaporée dans la nature pour qu'on n'ait pas de compte. C'est ce qu'oublient ces dictateurs, ces potentats qui vont garder l'argent chez les Occidentaux, croyant que ces Occidentaux sont leurs frères, qui pourront récupérer cet argent paisiblement le moment venu. Donc Bongo s'est battu comme un beau diable à l'époque, mais nous savions que c'était une fuite en avant. Oui, docteur Wansi, Gilles Jaoué d'abord. Oui, une fois de plus, je serais peut-être, j'aurais des propos un peu contraires, parce que dites-vous aussi que l'expérience du passé leur a servi de... Les effets du passé leur ont servi d'expérience. Pourquoi donc aujourd'hui que ces dictateurs décident de ne plus garder leur argent dans les paradis fiscaux chez les Occidentaux? Ils sont traînés, ils sont pourchassés, on en vient à manipuler leur peuple. Contre eux, c'est aussi ça. Pourquoi on tue Kadhafi? Parce que Kadhafi décide d'extraire son argent
à l'étranger de créer, de contribuer à la mise sur pied du Fonds monétaire africain. Et tout de suite, les grandes puissances ont vu en ça un danger. Effectivement. Mais c'est l'argent de ces gens-là qui nous permet de payer, de combler le déficit chez nous. S'ils enlèvent tout leur argent chez nous, qu'est-ce qu'on va faire? Mais celui-là, c'est un diable. S'il le fait, Biya va le faire, Bongo va le faire, l'autre va le faire. Et ça sera dangereux pour nos économies. Qu'est-ce qu'on a fait? On a zigouillé comme un chien. Et les Africains ont permis ça. Donc, vous voyez, quand le professeur dit qu'on parle de complotistes, la complotite. La complotite, que tout le temps on accuse les Occidentaux de complotistes sur tout ce qu'on peut, tout ce dont on peut être victime. Je dis, professeur, voyons quand même clair. Les données sont là. On ne peut que crier à la complotite. Non, mais parce que à toutes les échelles, à tous les niveaux, même avec les étudiants. Moi, j'ai été étudiant en France. Qu'est-ce qui nous ont servi après? On finit de faire les études, monsieur, rentrez chez vous. D'accord, on veut bien rentrer chez nous. Entre-temps, chez nous, vous avez contribué à détruire. À tout détruire chez nous. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. On peut pas. Et moi, je ne veux pas que les intellectuels africains nous tiennent ce langage, à nous, les nouvelles générations. Parce que eux, ils ont été sacrifiés par ces néocolonialistes. Nous, on refuse d'être sacrifiés. Si eux, ils ont accepté d'être sacrifiés, nous, on ne veut pas. Nous, on veut le changement et on va combattre ça. Mais alors, on va partir donc de ce sujet. On va donc partir. Il ne faut pas qu'ils disent... de la conscience, en un mot, oui. Oui, en un mot. Il dit du bien, là. Mais il ne faut pas qu'il donne un certain blanc-seing à nos dictateurs. Non, je ne donne pas de blanc-seing. Je parle d'approche. Je parle de méthode. Qu'on laisse la jeunesse africaine inventer des méthodes. Mettre à contribution son intelligence pour contrer ces dictateurs. Pour contrer ces dictateurs. Nous ne veut plus permettre aux grandes puissances de nous aider à combattre nos dictateurs. Nous allons développer, nous allons mettre notre intelligence à contribution. Nous allons développer des outils. Vous le laissez terminer, Dieu la conscience. Pour contrôler nos dictateurs. On ne veut plus. On ne veut plus que les grandes puissances nous donnent la voie à suivre. Parce que une fois qu'on accepte cette voie, on devient leur prisonnier. Alors, je vais Dieu la conscience. Juste un mot. Madame Alliot-Marie, vous le savez, a proposé l'aide de la répression des forces françaises à Ben Ali pour massacrer la jeunesse tunisienne qui était dans la rue. Vous savez ça? Que ça s'est souvent fait dans nos pays. Qu'est-ce que Ben Ali a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Non, alors, docteur Wansi, juste un mot. Vous l'avez déjà dit en qualité de scientifique et peut-être de chercheur quelque part. Mais vous comprenez quand même que cette question des biens mal acquis, comme nous l'avons introduit, pose un ensemble de paradoxes et les Africains devraient peut-être partir de ces paradoxes-là pour leur développement. Oui, il faut y penser parce que déjà, l'opinion, les sociétés civiles africaines sont tout simplement en train de naître. Elles sont encore faibles. Vous comprenez? Pendant longtemps, elles ont été matées par... pas contrôlées, je ne peux pas dire matées, c'est très fort. Elles ont été contrôlées par le système du parti unique. Et maintenant, elles émergent petit à petit. Le chemin est encore très long. Mais cela ne veut pas dire que s'il y a un dictateur quelque part, il faut lui donner blanc-seing et tomber amoureux de lui. On ne tombe pas amoureux de celui qui détient le bâton. C'est le parce que la souffrance qui nous menace tous aujourd'hui est toujours très douloureuse. Et quand M. Ndiaye parle, je ne pense pas qu'il soit si jeune que ça, puisqu'il y a plus jeune, c'est un monsieur de plus de 30 ans. Donc, qu'est-ce qu'il dit, la jeunesse africaine, de ceci, c'est des grands slogans, c'est bien, c'est des grands slogans. Mais lorsque il faut dire non, il faut dire non parce que, monsieur Etoundi, il y a des règles de bonne gouvernance. Parmi ces règles de bonne gouvernance, il y a déjà le simple respect de l'humanité. Il y a une humanité, il faut laisser les gens vivre. En tout cas, vous l'avez déjà dit, Jules, on va partir du débat. Je veux juste pour conclure. En quelques secondes, vous serez bref. Je serai bref. Vous voyez, je suis un incompris. Je ne donne pas une carte blanche aux dictatures. Je parle d'approche. Il faut que nous développions des mécanismes, de nouvelles stratégies, qui puissent nous permettre de collaborer avec nos dictateurs. Quitte à ce que ces dictateurs, avec notre pression, faite d'une autre manière, puissent même créer un rapport de force
qui fait en sorte que... Et voilà qui est bien dit pour clôturer sur ce sujet de bien malade. Je vous en prie, cher monsieur, on va prendre, Jules, on vous a compris, on va prendre une transition. On revient tout à l'heure pour parler de ce procès de Laurent Gbagbo qui, en principe, mobilise beaucoup d'Africains aussi. Laurent Gbagbo sera entendu en fait dans le cadre de la première audience de son procès le 18 juin prochain. Et en Côte d'Ivoire, il se pose un ensemble de problèmes. D'ailleurs, premier problème déjà, l'avocat de Laurent Gbagbo, Maître Emmanuel Alti, a demandé le report de cette audience. Mais aussi toujours en Côte d'Ivoire, l'ex-ministre de la Défense de Laurent Gbagbo a été extradé par le pouvoir en place au Togo. Et peut-être je veux m'adresser d'abord à vous parce que quelque part ce ministre-là, c'est... Monsieur Lida Kwasi, votre camarade. Monsieur Lida Kwasi était membre du SINARES, Syndicat national de la recherche scientifique et de l'enseignement supérieur. Monsieur Lida Kwasi est sociologue, il est criminologue, il enseignait au département des sciences humaines de l'université de Cocody à Abidjan. Alors, vous avez travaillé avec lui? Oui, monsieur. Alors, vous êtes un juriste. Ouais. Vous êtes un juriste. Comment expliquer que son extradition soit acceptée par un pouvoir qui sait naturellement que il va subir un ensemble de choses, de sévices ou de tortures qui ne seront pas la règle? Moi, je ne peux pas parler de torture à Abidjan. Je ne peux pas parler de torture. Je vais simplement vous dire que l'extradition d'un citoyen d'un État à un autre répond à des règles. La première règle est juridique. Y a-t-il des accords d'extradition dans le cadre des relations entre le Togo et la Côte d'Ivoire? Vous répondez? Il y a des accords d'extradition. La deuxième chose, c'est quoi? C'est que, je vous en prie, ça existe, sinon ça ne s'appliquerait pas. Mais vous savez quand même que le collège des avocats au Togo s'est opposé vertement à cette extradition. L'extradition relève, après le juge, relève de la souveraineté du droit souverain du chef de l'État qui peut s'en opposer, puisqu'il est le premier magistrat. Pour revenir, l'extradition s'apprécie aussi politiquement. Oui, compte tenu du... Et politiquement, vous dites? Politiquement, je ne pense pas qu'il y ait tellement de difficultés ou bien de nuages dans les relations entre le Togo et la Côte d'Ivoire, ce qui est tout à fait normal, hein, que l'extradition s'opère ici. Et ensuite, l'extradition s'apprécie, comme je vous l'avais dit, compte tenu du crime ou bien encore du fait qui est reproché à l'extradé. Selon le gouvernement togolais, M. Lida Kwasi est sorti de ses réserves. C'est-à-dire, lorsqu'il a été admis au Togo comme réfugié politique, il lui avait été imposé des règles, notamment de ne pas mener d'activité politique. Il a mené une activité politique comme l'a apprécié le gouvernement togolais. Alors, il s'est mis en marge des règles et il a été extradé. Il a été extradé. Gilles Jaoué. Oui. Maintenant, l'appréciation politique dépend de chacun. Gilles Jaoué. C'est une belle théorie de professeur. Alors, comme il a enfreint à la règle, il faut le livrer en pâture. Il était recherché sur le plan interne. Ah, mais quand on lui accordait le deal, on ignorait qu'il était recherché. Vous voyez, c'est tout ça qui plombe le développement de l'Afrique. Comment est-ce que dans un état de droit qui a ratifié des conventions, vous pouvez vous permettre de livrer un individu à la mort? À la mort. Et quand vous me dites que le livrer à la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le livrer à la mort, je dis, mais bon, en ce moment, je finis par me demander si les médias, ou alors si nous qui sommes allés sur le terrain, nous sommes tous des idiots, à moins qu'on ne nous traite des pro-barbos. Parce que comme aujourd'hui, voilà. Parce qu'aujourd'hui, quand on est réaliste, on est barbiste. Non, c'est pas bon. On est nationaliste. C'est pas bon. On est loin d'être sorti de l'auberge. Quel est le problème que vous posez l'extradition, Gilles Jaoué?
Ou l'ensemble des problèmes? L'ensemble des problèmes. Il ne faut pas seulement s'attarder au problème d'extradition, sur le cas de l'extradition. L'ensemble des problèmes. La Côte d'Ivoire est ingouvernable. Vous voyez? La Côte d'Ivoire est ingouvernable. Regardez ce qui se passe. Regardez encore le montage. Je parlais la dernière fois de France 24 qui avait disparu. France 24 est réapparu il y a quelques jours pour nous parler des attaques à la frontière avec le Libéria. En fait, c'était une stratégie qui obéissait au rapatriement de l'autre. Il faut faire comprendre à l'opinion internationale que les réfugiés sont des dangers, sont dangereux pour la stabilité du régime en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? C'est des laboratoires de réflexion. C'est des laboratoires de réflexion qui pensent, qui anticipent et qui agissent. Et on vous met sur des faits accomplis. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Alors, Dieu la conscience. Quelque part, on vous taxe d'avoir été financé par Laurent Gbagbo et vous avez commis un tue pour lui. Il y a déjà cette information qui fait problème sur vous. Il y a maintenant cette situation du procès de Laurent Gbagbo qui est en vue, mais son ancien ministre de la Défense, Yakwasi, qui est extradé. Ah ben, moi, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas dans la mesure où le président togolais actuel est un dynastocrate, hein, donc issu de ce système que j'appelle la dynastocratie, hein, succession de président de la même famille, hein, vous voyez. Donc, ce dynastocrate, de mon point de vue, il est, excusez-moi, j'ai l'habitude d'être assez dur dans mes termes, mais je ne trouve pas d'autres mots, il est le plus fanfaron de tous ces dynastocrates qui prennent le pouvoir en Afrique aujourd'hui. Et j'aurais été, M. Lida Kwasi, que je n'aurais jamais pensé aller m'exiler au Togo. Pourquoi? Ça, c'est d'un. Pourquoi? Parce que ça devait se faire, la finalité devait être comme ça. J'aurais été M. Lida Kwasi que, enfin, tous les compagnons de Gbagbo, ça aurait été maladroit. Pour ceux qui sont même encore dans des pays francophones en exil aujourd'hui, ils doivent réviser leur stratégie. Il est mieux qu'ils se retrouvent comme ceux qui sont au Ghana dans des pays anglophones. Encore. C'est encore mieux là-bas. Parce que ces gars de la France-Afrique sont tenus par les cercles obscurs de cette mafia à tel point où, mais Fort et Adema sait qu'il doit obéir aux injonctions de la France-Afrique. Sinon, lui-même, sinon, il peut prendre des coups. Donc, pour cela, moi je ne suis pas surpris du tout. Et je ne serais pas surpris du tout que d'autres extraditions s'en suivent. Ça, moi, ça ne m'étonne pas. Ça m'étonne pas du tout. Alors, docteur Wansi, vous êtes le seul à soutenir que c'est légal, c'est normal, mais ça pose quand même un problème, ou ça peut poser un problème d'entente, de collaboration, de cohésion au milieu de la société ivoirienne. Il y a une dynamique de réconciliation qui a été lancée en Côte d'Ivoire. Je connais des réfugiés ivoiriens qui vivaient au Ghana dans un quartier que je connais aussi, qui sont rentrés dans leur pays, qui ont été accueillis à l'aéroport. Le mouvement de réconciliation est lancé. Je pense que c'est ceux qui se mettront en marge de ce mouvement, selon les autorités ivoiriennes, qui se mettront eux-mêmes en difficulté. Quant à M. Lida Kwasi, la chose qui n'a pas été dite sur ce plateau, c'est qu'il y avait un mandat d'arrêt international qui était lancé contre sa personne. Mais fabriqué par qui? Le mandat d'arrêt. Oui, Dieu la conscience, le mandat d'arrêt international a été émis par les autorités ivoiriennes. Monsieur Lida Kwasi, Monsieur Lida, non, je vous en prie, je crois qu'il faut avoir un peu de Dieu la conscience, vous laissez. C'est pourquoi je disais que ce mandat d'arrêt international a été lancé par l'autorité ivoirienne et monsieur est dans le cadre du Conseil de l'Entente. Parce que vous oubliez quelque chose, il existe la CEDEAO, mais il existe le Conseil de l'Entente qui est une des plus vieilles organisations africaines, qui est même née avant l'Union africaine, qui existe depuis 1959. Donc il existe des accords sur le plan de la justice qui incluent les extraditions
dont monsieur Lida Kwasi a été le cas. Donc, je voudrais vous dire... Donc, pour vous, il est extradé maintenant au arrêt international qui est prévu dans le cadre du Conseil d'entente. Ce que nous refusons actuellement en tant que juriste, c'est que nous souhaitons, ce que nous demandons, c'est que M. Lida Kwasi soit traité dans les règles de protection de tout justiciable, c'est-à-dire que la présomption d'innocence soit appliquée et qu'il n'y ait pas de mauvais traitements, des traitements inhumains sur sa personne. Et vous pensez que cela est possible? Vous terminez avec la question du procès de Laurent Gbagbo. Que pensez-vous en tant que juriste de la défense, maître Emmanuel Alti, qui a sollicité le report de l'audience? Défendre un prisonnier de la trempe de Laurent Gbagbo est une stratégie. Oui, allez-y. Je disais donc que défendre un prisonnier ou bien encore un homme politique comme M. Gbagbo est une stratégie suffisamment difficile. Les avocats respectent les procédures, mais je pense que l'avocat a demandé ici que soit repoussée la date de tenue de l'ouverture des débats pour qu'il puisse constituer suffisamment de preuves et qu'il puisse voir comment... Il parlait d'accès difficile en Côte d'Ivoire pour constituer ces preuves. L'accès difficile en Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes font un effort, mais je crois qu'elles devraient faire encore beaucoup plus d'efforts pour faciliter l'accès à ces documents, l'accès à ces preuves. Mais ce que je peux vous dire, c'est que M. Laurent Gbagbo, pour le moment, n'est pas un homme condamné. Il bénéficie encore de la présomption d'innocence. Merci Jules Njaoué. On tire vers la fin de cette émission, mais on va parler de la crise malienne pour sortir définitivement. Oui. Moi, cela se sait de tous. Je suis un panafricaniste convaincu et j'ai une relation historique avec le président Gbagbo parce que c'est le seul homme politique au monde à être venu rendre visite à mon père en prison. Donc, j'ai des liens forts et ces liens me permettent de défendre Laurent Koudou Gbagbo à tous les niveaux. Laurent Gbagbo n'a même pas sa place à la haie. Il n'a pas sa place à la haie. Le professeur, le docteur ici présent, refuse d'accepter que la loi a été violée dans la procédure de Laurent Gbagbo. Il n'y a aucun accord au moment où on arrête Laurent Gbagbo qui lie la Côte d'Ivoire à la haie. Donc, dès cet instant, il ne devrait même pas avoir procès. Il ne devrait même pas avoir procès. Donc toutes les théories que le docteur veut nous développer ici, pour moi, c'est nul et sans effet. La Côte d'Ivoire n'a jamais ratifié le traité de Rome. Avant. C'est plutôt ceux qui devraient être dénoncés. Oui, Dieu la conscience. C'est plutôt ceux qui devraient être dénoncés. Le docteur ici est un éminent intellectuel africain. Le premier acte qu'il devrait poser, c'est de dénoncer ce qui s'est passé. L'arrestation de Laurent Gbagbo. Avant d'aller d'ouvrir toute forme de débat. Bien évidemment. On doit dénoncer. Si cela n'est pas fait, il n'y a pas de débat. Et j'estime pour ma part que je n'ai rien à faire sur ce plateau. Il faut d'abord dénoncer. Oui, on va être élégant et posé. Alors là, la conscience et Jules s'entendent à dire qu'il y a vice de procédure. D'ailleurs, ce n'est pas les seuls à le dire. On va sortir de ce sujet, mais quand même, c'est un procès, vous l'avez reconnu, qui pose problème. Un procès qui, pour Jules, ne devrait même pas exister. C'est une position, mais je dis quelque chose de clair. C'est pas une position. À propos des ratifications. Je ne suis pas d'accord. C'est pas une proposition. Oui, vous le laissez. Permettez-moi de. Je ne suis pas d'accord. C'est pas une position. Un pays, il est prévu dans la Convention de Rome, dans le traité de Rome, qu'un pays qui n'a pas ratifié le traité peut demander directement à la Cour pénale internationale d'instruire une situation de fait dans son propre pays. Quand on a bourré le procureur des malais d'argent, quand le procureur vient jusqu'à Abidjan, travaille avec les anciens rebelles, Jules, permets-moi qui était au pouvoir, permets-moi de dire quelque chose. Permets-moi de dire quelque chose. Merci pour cela, pour ces informations. Je voudrais dire quelque chose qui m'a échappé tout à l'heure, c'est que, s'agissant du rapatriement du ministre Lida Kwasi, c'est les autorités togolaises
qui ont dit qu'il s'est écarté du cadre qui avait été fixé à son statut d'exilé. Ça ressemble... Non, écoutez, ça ressemble un peu à l'histoire de troubles à l'ordre public. Hein, qu'on applique au Cameroun, en République centrafricaine, au Congo, à la tête du client. C'est-à-dire que toutes les manifestations de l'opposition sont censurées sous prétexte de troubles à l'ordre public. Donc, alors, maintenant pour revenir à l'affaire en Côte d'Ivoire, ça, et vraiment, pour terminer, je voudrais dire l'essentiel. L'essentiel, c'est que les Africains doivent savoir qu'ils doivent se mettre du côté de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, on nous perd le temps, un temps inouï, dans les combats de tuer barbistes, l'autre ouattariste, patati patata, ça ne nous mène à rien. Les Ouattara sont les serviteurs de l'Occident, l'Occident mafieux qui est en train de piller nos richesses. Et Gbagbo est un dit nationaliste africain que nous devons défendre jusqu'à la dernière goutte de notre sueur. Parce que, écoutez, vous achevez par ça. J'achève par ça. Ils ont dit que Kaliss Béala a blanchi l'argent des barbistes, n'est-ce pas? Moi, ils m'ont accusé d'être financé par Laurent Gbagbo pour avoir fait la chanson Libérer Gbagbo. Maintenant que les rebelles d'Alassane, soutenus par l'ONU et la France, ont réussi leur coup d'État. Oui, vous achevez par ça. On précise. Ils accusent Michel Gbagbo d'avoir fait quoi? Oui. Professeur, est-ce que vous pouvez me donner une réponse? Docteur Wangsi, s'il vous plaît, je vous en prie, on peut comprendre que le débat est en Jules Ndiaye. On accuse Michel Gbagbo d'avoir fait quoi? Jules Ndiaye. Est-ce qu'aujourd'hui le régime de Ouattara peut nous dire pourquoi Michel Gbagbo est en prison? Jules Ndiaye, on va répondre à toutes ces questions. Le docteur, je voudrais préciser, je voudrais donner des informations sur ceux qui se disent à un moment donné que le président équato-guinéen Teodoro Obiang Mozogo a des comptes à l'étranger. Il n'en est pas question parce que nous avons eu des informations avant cette émission qui démontrent qu'il n'a pas de compte à l'étranger. Il a justement un compte personnel chez lui qui est de 100 millions de francs CFA. Donc, il n'a pas de compte à l'étranger. On va achever cette émission. Ça s'est bousculé, hein, ça s'est beaucoup bousculé, la docteur Wangsi. On peut comprendre qu'on est sur la place africaine et le débat est panafricain. Alors, pour terminer cette émission, je vais quand même demander la réconciliation parce que Gilles et docteur... Hubert, vraiment, oui. moi je sollicite que vous nous donniez assez de temps de parole parce que nous, les défenseurs, les nationalistes africains, dans cette histoire... On va tenir aussi le temps. On nous a donné très peu d'expression. On va tenir. Je le dis partout, sur les médias nationaux comme internationaux, un peu partout en Afrique. Nous sommes ici en international, donc on ne va pas aussi abuser du temps. Il faut rappeler que c'est les forces de la communauté dite internationale là, qui tiennent par les boyaux, n'est-ce pas, les médias que la plupart d'entre vous êtes. Donc, nous le savons et nous souhaitons vraiment que vous nous donnez un temps de parole et sans vouloir être contre le docteur Wangsi et ceux de son acabit, hein, des intellectuels africains que j'appelle les intellectuels, qui au lieu d'utiliser leur intellect pour servir la cause africaine aujourd'hui, qui est en souffrance, l'utilise plutôt pour justifier Gbagbo avait fait 10 ans au pouvoir, il faisait quoi là-bas? Ouattara a commencé à financer la rébellion depuis 10 ans. Gbagbo allait gouverner comment? Il devait gouverner comment? Jules Ndiaye. Pourquoi Michel Gbagbo est détenu? Docteur, je vous en prie. Docteur. Il a un péché originel, il est le fils de Gbagbo. Tous les collaborateurs de Gbagbo sont poursuivis et assassinés et emprisonnés. On nous dit qu'on veut la paix. Alors on va laisser le docteur. Je vous en prie, Dieu la conscience. Mais si ça dépendait que de moi, ce débat en réalité, je me situais en dictateur, je ne verrais plus la parole. Jules Ndiaye, on ne va pas faire la dictateur sur ce plateau, c'est le temps puisque on arrive à la fin de l'émission, docteur. Je crois que nous ne devons pas libérer nos problèmes psychosomatiques sur des questions. Sur le plateau, c'est vrai. Oui, sur des questions qui sont. Je pense que. Il faut bien. Oui, allez-y. Oui, il faut laisser le droit se jouer. Je pense que tout ceci, ce sont des événements. Tout ça doit être considéré comme des événements contemporains. Des événements contemporains et la lecture qu'auront mais avec quand même, docteur, je vous en prie, Jules Ndiaye, je vous en prie. Je vous en prie, nous sommes sur un plateau. Je vous en prie, Dieu la conscience. Dites-le plutôt. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Président qui n'a jamais été gestionnaire de la politique de la chose publique, le maintenir en incarcération pendant 2 ans
et puis estimer que c'est un événement contemporain, pour moi c'est un crime contre l'humanité, monsieur le docteur. Jules C'est un crime contre l'humanité. Vous devez dénoncer ça. Jules Ndiaoué, je crois au niveau de la réalisation, on me fait signe qu'il y a encore un peu de temps à prendre. Vous allez quand même vous calmer, être élégant en défendant l'Afrique et je précise que nous sommes sur la place internationale. Nous sommes sur la place internationale. Bon, il n'y a pas de crainte et d'ailleurs tous les débats qu'on suit sur des chaînes très avancées, c'est le talk show comme vous êtes en train de faire. Et je vous pose la question parce qu'il y a véritablement un problème dans cette affaire du procès de Laurent Gbagbo. Vous évoquez le traité de Rome, vous évoquez ce traité en rapport avec la Côte d'Ivoire et la Cour pénale internationale où un pays a le droit de saisir. Mais quand même, il y a un problème qui se pose, un problème de légitimité, même de souveraineté. La souveraineté dépend de ce que vous voulez en faire ou des objectifs poursuivis par les États. Le cas de la Côte d'Ivoire est tout à fait différent. La Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes, selon ce qu'elles ont déclaré, qu'il y a des faits suffisamment graves qui ont été commis en Côte d'Ivoire. Notamment, je vous en prie, messieurs. Oui, vous allez prendre la parole tout à l'heure. Qui ont été commis en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a toute la souveraineté et selon le droit international qui est prévu par la CPI, qui est écrit dans la CPI, elle peut faire appel à une juridiction étrangère pour connaître de cette situation. Maître Alti précise que l'appel fait à la Cour pénale internationale a été lancé lorsque le président actuel n'avait même pas encore prêté serment. En fait, est-ce que vous êtes un juriste? Il était déjà président de fait. Qu'il prête serment, il avait déjà le pouvoir. Il était reconnu par les unes avoir gagné les élections. Il avait la souveraineté, il était le prince et il a fait appliquer. Je pense que ce qu'on peut dire... Non, docteur, vous allez quand même être sur la place du monde. Oui, sur la place du monde, n'est-ce pas? Ce qui choque, n'est-ce pas? Je vais vous relancer. Soyons quand même évidents et objectifs. On sait qu'il a cette souveraineté après que Laurent Gbagbo ait été délogé par l'armée pratiquement. Pas du tout. Les canons français. Oui. Je ne veux pas parler d'intervention de canons français. Il y a une... Parce qu'il n'a jamais été l'État du Golfe, il n'a jamais été. Il y a une résolution des Nations Unies qui autorise le Conseil de sécurité à intervenir dans les affaires ivoiriennes. Et les acteurs les plus proches qui étaient sur le terrain, c'était la France. La France est intervenue en Côte d'Ivoire avec un mandat des Nations Unies. C'est ce que je peux dire. Bon, maintenant, quant à savoir les réactions de soi-disant panafricanistes, nationalistes et restes, ce que je peux vous dire, c'est que, en fait, on ne devient pas panafricaniste nationaliste selon des intérêts bien précis. Pour moi, les vrais panafricanistes sont ceux qui ont contribué à la lutte contre l'apartheid et à la lutte pour les indépendances. Et que dont vous ne reconnaissez pas notamment, j'arrive, notamment ceux qui ont financé la lutte pour ceux qui n'étaient pas encore indépendants. Oui. Je connais M. Kwame Nkrumah, je connais M. Wari Boumedienne, je connais M. Bendela, je connais ceux qui ont financé la lutte, ceux qui ont sacrifié leur vie pour ça. Mais dès lors qu'un homme politique est mis en difficulté dans un pays, que ce soit sur le plan électoral, il commence à invoquer des problèmes. Je suis nationaliste. Moi, j'ai vécu en Côte d'Ivoire. Je veux savoir... C'était votre professeur. Je commence à vous dire que... il a fait une lutte dans l'opposition qui a une trajectoire. Je vous ai dit au début que nous avons bénéficié de quelque chose en Côte d'Ivoire que nous a apporté Gbagbo. Vous savez quoi? Gbagbo nous a montré qu'on pouvait revendiquer face au parti unique. À l'époque, moi j'étais jeune étudiant, vous comprenez, nous avons revendiqué contre Houphouët-Boigny, nous avons plus ou moins ébranlé le parti unique. Mais cela ne veut pas dire que Gbagbo était un grand internationaliste et qu'il était un grand nationaliste. Non, je sais que en Côte d'Ivoire, Gbagbo a écrit sa thèse sur la conférence de Brazzaville. Dans sa thèse, il dénonçait les manœuvres de la conférence de Brazzaville, notamment du président de Gaulle, lorsqu'il faisait des promesses auxquelles il ne tenait pas du tout. Mais je ne veux pas dire que, pour autant, d'ailleurs, il est de la génération
40, 50. Je ne peux pas dire que pour autant, M. Gbagbo est devenu le grand panafricaniste. À l'image là, Jules Ndiawe. Oui, je constate... La réalisation, merci pour la réalisation qui nous a accordé à ce temps. Je constate que le docteur a des grandes théories. Oui, mais qui ne s'appuie pas sur les faits. Les faits sont là. Gbagbo a gouverné 9 ans avec une rébellion. Je n'ai pas vu le professeur sur un plateau dénoncer la rébellion. Financé par Ouattara. Financé par Ouattara. Cela se savait. Par l'intermédiaire du ministre Ahmed Bakayoko. Cela se savait. Cela c'est sûr. Vous le savez très bien, docteur. Mais venir ici aujourd'hui, nous raconter ce que vous racontez, c'est une injure à l'intelligentsia africaine. Et ça, je ne tolère pas. Ça, je ne tolère pas. Ça, je ne tolère pas. Parce que pendant que nous, les Africains, nous nous battons pour sortir la tête de l'eau, nous constatons que nous avons des aînés, fussent-ils des grands intellectuels, qui s'arrangent à nous tirer sous l'eau. Et, monsieur le docteur, je ne sais pas de quel bord politique vous êtes, mais je pense que nous devons être guidés par la logique, par le bon sens. Et le bon sens voudrait que la constitution ivoirienne soit respectée au moment où le coup d'État est fait. Le coup d'État est fait avec l'appui de la France et des Nations Unies. Cela se sait. Mais ce que je veux vous dire, professeur, c'est que ce que je mets aujourd'hui au profit de Gbagbo, c'est que Gbagbo a permis que le monde entier demande les refontes des institutions qui régissent le fonctionnement du monde. Et ça, c'est une victoire pour nous, les panafricanistes. C'est une victoire. C'est la preuve même que les changements peuvent venir de l'Afrique. Et vous devez le reconnaître. C'est-à-dire, il y a un adage chez nous qui dit, si votre frère est plus fort, portez son sac. Acceptez que Gbagbo a fait ce que beaucoup de pro-occidentalistes n'ont jamais pu faire. Et il l'a fait dans l'intérêt de l'Afrique. Et c'est le pourquoi Dieu a refusé que Gbagbo décède. Parce que lorsqu'on demande à Gbagbo de sortir avec le drapeau de la paix, c'était pour l'abattre. Celui qui portait ce drapeau en est mort, a été tué. Voilà. Le fait a voulu que Gbagbo soit la preuve vivante de la reconstitution de l'histoire. Et vous devez l'accepter. Vous ne pouvez pas le nier. Gbagbo c'est un leader africain. Gbagbo c'est un champion. Gbagbo c'est un vainqueur. Oui, merci. Avec Gbagbo, l'Afrique vaincra. Avec l'idéologie de Gbagbo, l'Afrique nous vaincra. Oui, Dieu la conscience. Je vous en prie. C'est pas de la propagande. Je vous en prie, je crois aux idéaux. Je crois aux idéaux. Jules et docteur Wansi, vous allez quand même me laisser dire ce. Ce que je voudrais dire, je voudrais rappeler à la mémoire du docteur, au bon souvenir du docteur, que l'Occident colonialiste et impérialiste a toujours pris du temps, s'est employé à gommer, à falsifier notre histoire, à bannir tous les modèles que nous pouvions avoir de nos encyclopédies. Mandela arrive là où il est arrivé, vraiment tout à fait par la force des choses et par l'appui des gens comme Muammar Kadhafi. Mandela sort de prison et il devient président, il décide d'aller remercier celui-là qui les a aidés plus que n'importe qui au monde à renverser l'apartheid. Pendant que ces occidentaux de la communauté dite internationale soutenaient les racistes et le régime d'apartheid. Alors, il refuse, il dit qu'il y a l'embargo. Mandela est passé par le désert pour aller remercier ce grand homme. Pour aller remercier Muammar Kadhafi. Le guide, c'est très important. On va prendre une pub, Dieu la conscience, pour vous permettre de respirer, pour vous permettre Jules Ndiawe, pour vous permettre de respirer et de vous calmer. Je vous propose une pub. Pays d'Afrique centrale, la Guinée équatoriale acquiert son indépendance en 1968. Mais son évolution est effective avec la montée au pouvoir de son Excellence, Teodoro Obiang Nguema, grâce à qui le seul pays d'expression hispanophone et lusophone du continent, une reconnaissance internationale de la diplomatie équato-guinéenne qui se veut de plus en plus offensive, ambitieuse et démontrant la qualité de l'action publique et régionale du continent. Pour le rayonnement du pays, Obiang Nguema a ouvert des programmes grandioses de développement des infrastructures et des chantiers modernes. Rien d'étonnant que ce pays, jadis considéré comme petit, se positionne chaque année davantage comme une grande nation ayant une visibilité à la hauteur de son poids économique. Cet Eldorado pétrolier a pu voir le jour grâce à un homme qui parle de paix avec un esprit humanitaire. Il ne manque plus qu'à ce pays d'adhérer au Commonwealth pour témoigner la visibilité grandiose de la Guinée équatoriale
sur le plan international. Le président Obiang Nguema, à sa première déclaration à l'exercice de l'Union africaine, a mis l'accent sur les crises de valeurs, dont la culture africaine, qui, elle, conduit au facteur de l'unité et à la solidarité entre peuples africains. En grand artisan de l'intégration, Obiang Nguema Mbazogo dénonce l'instabilité dans les pays d'Afrique et privilégie le dialogue pour une solution pacifique et négociée. Se précipite vers le Gabon avec un projet dans la zone économique spéciale de classe mondiale, avec de grandes infrastructures et un esprit entrepreneurial. Le Gabon, c'est la porte de l'Afrique. Bienvenue au Gabon. Après plusieurs années de turbulences politiques, la République centrafricaine retrouve le visage des grands jours grâce à un homme aux valeurs républicaines, François Bozizé. Il s'appelle. Ses valeurs ne sont autres que la paix, l'unité nationale et la démocratie. La République centrafricaine, dont il est l'homme orchestre et de tous les espoirs, avance aujourd'hui inéluctablement sur le chemin de la paix et de l'unité nationale, dont la finalité est d'instaurer une démocratie véritable, intégrant toutes les parties prenantes à l'action d'édification d'une nouvelle Centrafrique, prête à conjuguer le verbe se développer. La preuve de cette démocratie s'en est manifestée à travers l'élection présidentielle de janvier dernier avec un taux de participation au-dessus de la moyenne et qui a vu la victoire du président sortant François Bozizé avec plus de 66,08% de suffrages et qui n'avait pour maître mot de campagne relance économique. En effet, la République centrafricaine vit aujourd'hui plus qu'hier des moments fastes de son économie avec un taux de création d'emplois acceptable, des investissements publics et privés récurrents, une dette intérieure résorbée de moitié, des salaires régulièrement payés aux fonctionnaires, des routes en pleine construction. Un sous-sol qui continue d'étonner par des nouvelles découvertes de richesses telles que l'uranium et récemment encore un gisement pétrolier d'une très grande échelle. En d'ailleurs autres richesses connues, l'or, le diamant, la bauxite. Cette relance économique trouve sa place dans la paix et la stabilité retrouvée par le peuple centrafricain qui a de très beaux jours devant lui et qui ne jure que par le travail, source de toute réussite sociale, économique et politique. La Centrafrique, un pays en pleine mutation économique, sociale et politique, dont la paix et l'unité nationale n'ont pas de prix. Afrique Média, Afrique Horizon, nous tirons vers la fin de ces débats. Le débat et le commentaire de l'actualité africaine cette semaine. Alors, avant de prendre la pub tout à l'heure, Dieu la conscience, vous étiez en train de faire une démonstration des véritables leaders et nationalistes africains. Vous avez cité le cas de Nelson Mandela qui est venu remercier Muammar Kadhafi. Et je dois vous rappeler, peut-être c'est une information que vous maîtrisez aussi, que 2 avocats de la Cour pénale internationale viennent d'être arrêtés par le pouvoir en place en Libye. Le Conseil national de transition qui a accédé au pouvoir. J'ai suivi cette information depuis la nuit et puis ce matin. C'est tout à fait normal. Mais avant d'en arriver là, je voudrais finir l'analyse que je faisais. Tout à fait. Donc, il y a une stratégie bien huilée de l'Occident de bannir tout ce qui peut être comme modèle pour l'homme africain. Hein? En Occident, lorsque vous allez en Occident, pour le docteur Wansi ne m'en démentira pas, vous voyez il y a des monuments partout. Hein? Ça représente Napoléon par-ci, ça représente, c'est pas Mussolini par-là, ça représente tel. C'est des mausolées que les gens vont visiter et c'est des objets touristiques qui rentrent même de l'argent dans les caisses de l'État. D'ailleurs, l'autre jour, François Hollande, une fois, il lui est allé, je sais pas, déposer une gerbe de fleurs sur la tombe de Marie Curie et Jules Ferry, je crois, qui était un des gros idéologues de l'esclavagisme, du colonialisme. Donc, chez nous en Afrique, on s'arrange à bannir tout ce qu'il y a comme nationaliste.
Il vient de dire tout à l'heure que Gbagbo était nationaliste d'occasion, patati patata, comme beaucoup d'entre, enfin, un thème que je n'ai pas beaucoup utilisé, les Ouattaristes là, hein, ils utilisent. Hein, c'est plutôt les pro-occidentaux, c'est comme ça que je préfère les désigner. Donc, au Cameroun, Oumyobé n'est représenté sur rien. Ernest Ouandie pareil. Tous ces nationalistes-là. Mais quand vous les rencontrez vous oubliez qu'il a cité Kwame Nkrumah, Lumumba. C'est pas excès de politesse. Lumumba n'est représenté pratiquement en rien au Congo. C'est pareil au Ghana. C'est pareil un peu partout là. Donc, il s'arrange, c'est une politique, c'est tout à fait planifié depuis les indépendances, à faire en sorte que l'Africain n'ait pas des gens sur lesquels il peut se calquer comme modèle. Hein, pour nous autres combattants de la liberté. Maintenant, lorsque Gbagbo mène le combat qu'il mène avec Kadhafi, le guide dont j'ai l'honneur de me considérer comme un des dignes représentants, des dignes héritiers, hein, ils le qualifient ils ont dit que c'est un dictateur, c'était un sanguinaire, c'est un ceci, cela. Vous savez ce que Kadhafi a fait pour l'Afrique? Kadhafi a créé Afrikia parce que l'Occident s'emploie aussi à faire en sorte que la grande masse des populations africaines ignore le travail des leaders tels que Kadhafi. Et c'est ce que nous parlions tout à l'heure des biens mal acquis. C'est pourquoi il faut que les Africains sachent que Kadhafi a nationalisé le pétrole libyen dès son arrivée au pouvoir, ce qui ne pouvait pas plaire aux Occidentaux. Ça, c'est d'un. De deux, il a créé, parce que le tarif du voyage pour venir en Afrique étant très cher, il le constate et il crée Afrikia. Il fait chuter le prix du transport pour venir en Afrique de plus de 40 voire 50%. Ça ne plaît pas à ces Occidentaux. 3. Kadhafi nous crée, était à Yaoundé au Cameroun. Vous voulez lier Kadhafi à Laurent Gbagbo? Bien évidemment, c'est le même combat. C'est le même combat. Je vais arriver à Laurent Gbagbo. Le Fonds monétaire africain, la base était, je crois, c'est à Yaoundé. Voilà, les bâtiments sont même construits. On l'a tué pour ça. La Banque africaine. On l'a tué parce qu'il a refusé que la France en soit actionnaire. Effectivement, il faut dire les choses telles qu'elles sont produites. La Banque africaine la banque, comment ils appellent ça? Ce qui était à Abuja, qui était prévu pour Abuja. L'investissement. Non, la Banque africaine. Là, vous voulez parler de la Banque africaine de développement? Non, la Banque africaine de développement existe. Il y a le Fonds monétaire africain que Kadhafi, le Fonds monétaire africain. Voilà. Mais vous avez déjà parlé de ça, Joe. Le Fonds monétaire africain, c'est à Yaoundé. Attends, il y a deux institutions bancaires que... En tout cas, il y a le Fonds africain d'investissement. Voilà, que Kadhafi était en train de mettre sur pied pour suppléer le Fonds mortuaire international qu'ils appellent FMI là. Hein? Voilà. Donc, Kadhafi était en train de mettre en place... Vous appelez comment? Le Fonds mortuaire international pour l'Afrique. C'était un fonds mortuaire. Voilà, c'est eux qui nous ont mis dans leur projet de plan d'ajustement structurel. Plan d'ajustement structurel, initiative pays pauvres. Ils nous ont imposé des privatisations et ils sont venus avec leurs entreprises racheter tous nos entreprises. Vous le laissez terminer. Maintenant, Kadhafi, vous vous souvenez le problème avec la Libye, avec la Suisse? Kadhafi a humilié les Suisses quand ils ont voulu porter le problème sur son fils. Hein? Il a coupé les stations-service, il a coupé les livraisons de pétrole. Et ils sont montés sur Radio France Incendiaire, pardon, RFI. Hein, dit que, Radio France Internationale, quand même, de la non, je le dis, j'assume mes propos. Ils ne me diffusent pas, je ne sais pas s'ils disent que je suis non, allez-y avec votre analyse. Ils sont montés sur leur radio, commencé à dire comment Kadhafi est un dictateur, patati patata, patati patata. On lui a dit qu'il se fait harakiri parce que le pétrole acheté par les Suisses, par les stations Oil Libya, est le pétrole libyen, donc il se fait harakiri. Kadhafi a dit, il ne livre plus le pétrole à la Suisse. Il a frappé le poing sur la table. Ils ont bavardé tout ce qu'il a bavardé. Il avait fait ce qu'il a fait. Ils ont négocié durement. Hein. Le président de la Confédération suisse est venu s'agenouiller en Libye pour faire que Alors maintenant, le procès de Laurent Gbagbo. Maintenant, je suis... Kadhafi a encore fait payer, parce que les gens ignorent ça, les dommages et intérêts sur la colonisation par l'Italie. Dieu la conscience. Les gens ne savent pas ça. Le procès donc de Laurent Gbagbo. Bon, maintenant, sur ça, c'est l'exemple de Kadhafi. Et vous devez citer... Oui. Est-ce que vous savez que tous les embargos, toutes les sanctions farfelues qu'ils avaient envisagées contre le combattant Gbagbo et son régime nationaliste n'aboutissaient pas justement parce que le combattant Kadhafi était en arrière. Il payait. Tout ce qu'il faisait, la pas les fonctionnaires, il payait. Hein? Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Ils ont compris ça. Il fallait d'abord couper la tête
à Kadhafi pour faire tomber le Kadhafi, c'est après, puisque le conflit en Côte d'Ivoire commence à bien avant. Ils ont commencé à amorcer presque au même moment. Il fallait déjà mettre Kadhafi dans une posture où il devait cesser de soutenir Laurent Gbagbo, tout à fait. Et ça a porté fruit, justement. Et le malheur ici des Africains. Alors l'issue du procès, puisque nous sommes sur le procès, et ce qui se passe en Côte d'Ivoire, qui ma foi... L'issue de ce procès, et puis il faut rappeler que 2 avocats, comme vous avez dit tout à l'heure, ont été arrêtés en Libye. Mais tout ça c'est du feu de paille, parce que l'issue de ces procès... Les avocats de la Cour pénale internationale, il faut préciser. Bon, l'issue de ces procès, que ce soit contre Saïf al-Islam, contre Ahmed Moussa, je ne sais pas, le ministre libyen de Kadhafi, qui a donné des preuves du financement de la campagne de Sarkozy par... c'est Sarkozy, Dieu la conscience. Ces procès vont, pour moi, c'est le mensonge. Et on dit chez nous, le mensonge n'a pas de longues jambes. Vous savez ce que les Ivoiriens vont faire? Vous savez ce que les Libyens vont faire? Ils vont créer un rapport de force qui fera en sorte que, et vous le vérifiez, je ne suis pas prophète, la Libye comme la Côte d'Ivoire sera ingouvernable. Tout ce qu'ils font là, c'est la fuite en avant. Mais ça a commencé. Et ils ont intérêt, parce qu'ils parlent de paix. On ne peut pas faire la paix en gardant dans une prison du colon de l'impérialiste l'homme le plus populaire de son pays. Parce qu'en Côte d'Ivoire, Gbagbo Laurent est l'homme le plus populaire. Ouattara, qui est dans un mariage incestueux avec Konan Bédié, qui lui avait collé. Vous me permettez de dire que Konan Bédié et son parti, pratiquement. Ils sont plus d'accord. Ils sont pas d'accord. Vous assurez par ça. Et je vous rappelle que Jules Diaoué, Dieu la conscience. Le temps d'antenne. Jules Diaoué. C'est Konan Bédié qui a créé l'ivoirité. Et Ouattara, Gbagbo est venu enlever ça. Pourtant, il était collé sur le dos de Tout à fait. Jules Diaoué. Voilà, donc, docteur, on va achever avec vous. Je veux revenir un peu sur ce problème d'ivoirité. Je ne suis pas très d'accord le plus souvent quand on dit que c'est même Konan Bédié qui a créé l'ivoirité. L'ivoirité, c'est Ouattara qui l'a créé. C'est Ouattara qui a amené la carte de séjour en Côte d'Ivoire. Dans un pays où des générations vivaient depuis 30, 40, 50, des hommes vivaient sans carte d'identité, sans appartenance ethnique, sans tenir compte des considérations d'origine, originaire. Mais c'est Ouattara qui est venu avec la carte d'identité, avec la carte de séjour. Quand il imposait la carte de séjour, lui-même il gouvernait avec un passeport diplomatique. Quand il était Premier ministre, ça il ne faut pas l'oublier. Donc c'est lui qui a créé l'ivoirité, c'est lui. Mais il a eu en face un grand homme. Il a eu un grand homme en la personne de Laurent Gbagbo, qui n'a pas tenu compte des considérations de Bédié, qui lui a refusé le pouvoir en s'appuyant sur l'ivoirité. Gbagbo a signé un décret pour le reconnaître, pour faire de lui un citoyen ivoirien. Et ça c'est respectable. Je dis, j'appelle le docteur ici présent à beaucoup plus de justice, à revenir du bon côté de la chose, parce que Gbagbo a fait beaucoup de bien au peuple ivoirien. C'est Ouattara qui aujourd'hui est en train de détruire ce beau pays. Et c'est semblable. Je vous en prie, Dieu la conscience. Ouattara, avec tout ce qu'il a mis sur pied comme politique. Avec tout ce qu'il a mis sur pied comme stratégie. Et il y a la problématique de la réconciliation, parce que lorsque ça pose un sérieux problème, on va achever par ça. Vous ne pouvez pas. Et avec un élément des biens mal acquis, je crois la réalisation... Dans un pays où les jeunes représentent pratiquement 48% de la population, 48% de moyenne, mes statistiques ne sont pas mes chiffres ne sont pas très, ils sont approximatifs. Vous ne pouvez pas dans ce pays-là détenir un jeune qui n'a jamais eu à avoir affaire à gérer les questions publiques, simplement parce que son père était président. Vous le retenez prisonnier et vous croyez que tous les jeunes ivoiriens, fussent-ils des pro-Ouattara, vont l'accepter. Parce qu'aujourd'hui c'est Michel Gbagbo, demain ça peut être eux. Et moi je dis non, on va combattre. Merci Jules Diaoué. Donc docteur Wansi, on achève par votre intervention. En tout cas c'est le débat, vous devrez vous en habituer si jamais vous revenez sur ce plateau. C'est la place africaine et le débat est comme vous le voyez. Je ne veux pas verser sur de telles rhétoriques parce que ici ça devient des questions de personnes. Je veux tout simplement dire que la Côte d'Ivoire suit sa marche. C'est un pays où les gens sont assez braves. C'est un pays où les gens travaillent. En 100 jours de gouvernement, on a constaté que M. Ouattara a fait beaucoup de travail avec son gouvernement. Je ne pense pas que les questions de M. Gbagbo soient celles qui vont freiner le développement ou bien freiner la marche de la Côte d'Ivoire. M. Gbagbo est à la CPI.
on espère que son procès va suivre son cours et qu'il s'en sortira pour le bien des Ivoiriens, pour le bien de la communauté internationale. Mais je crois aussi que les crimes qu'il a commis, les crimes qu'on lui reproche, sont très très graves. À la place de M. Ndiaoué, je porterai quelques réserves parce que ici il s'agit de questions de droit. Et lorsqu'il s'agit de questions de droit... Et quand le droit est bafoué. Oui, il s'agit des questions de droit. Jules Ndiaoué, je vais vous demander, permettez-moi cela, quand même, nous reviendrons naturellement, vous le savez, on a cité, c'est d'ailleurs Dieu la conscience qu'il a reconnu que le président équato-guinéen, c'est un exemple dans la manière qu'il est en train d'impulser le développement dans son pays actuellement. On va revenir sur l'historique de ces comptes, mais en réalité, on précise déjà ce dimanche que, investigation faite, ce président n'a aucun compte à l'étranger. D'ailleurs, on va achever cette émission avec un extrait des biens mal acquis, un reportage fait. De même qu'en final, on a fini aussi par découvrir que Laurent Gbagbo n'avait aucun compte à l'étranger. Voilà. Alors, parlant justement de Laurent Gbagbo, toujours dans nos investigations, Laurent Gbagbo n'a pas aussi un compte à l'étranger, il doit le confirmer ici, 450 millions seulement retrouvés dans son compte. D'ailleurs, Denis Sassou Nguesso n'a qu'une carte bancaire qui a 250 millions aussi. Ça, c'est des investigations faites sur le terrain. Et je crois, oui, vous dites... Le moment venu, on va aussi nous aurons la vérité de ce que Laurent Gbagbo n'a commis aucun crime en Côte d'Ivoire. Il faut rappeler que la Cour pénale internationale, c'est en vérité la Cour punitive pour président insoumis, CPI. Hein? C'est-à-dire que c'est clair, ça se vérifie au jour le jour. Pour président insoumis. Ils ont créé leur CPI, Cour punitive pour président insoumis, pour juger les présidents. Ah, c'est les tubes que vous avez. Alors, Dieu la conscience, peut-être qu'on va vous accorder ce privilège. Vous avez une forte discographie. Alors, l'élément qui parle naturellement du président équato-guinéen, Teodoro Obiang Nguema, est déjà en place et je vous confie à Des dizaines d'objets de grande valeur ont été saisis chez le fils du président de la Guinée équatoriale à Paris dans le cadre de l'enquête dite des biens mal acquis le jeudi 16 février 2012. A entamé le mardi 14 février, une très importante perquisition a eu lieu mercredi et jeudi et s'est poursuivie le vendredi qui suivait. En présence des juges d'instruction parisiens chargés de l'affaire, les enquêteurs de l'Office central de répression de la grande délinquance financière, en abrégé OCRGDF, ont investi l'appartement de plusieurs centaines de mètres carrés situé avenue Foch à Paris, l'un des quartiers les plus huppés de la capitale française. Il achetait des cuvées spéciales qui valent des fortunes. Ah oui, mais tout est comme ça avec lui. Il vivait comme un mille et demi, quoi. Mais le problème, je m'en doutais qu'il y avait quelque chose, je sentais depuis des années, j'ai dit, c'est pas possible que ça dure cette histoire. Ce niveau de vie qu'il avait, c'est pire qu'un prince saoudien. Il est habité par Teodoro Obiang Nguema, le fils du président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Bazoum. Des pièces de mobilier estimées à plusieurs millions d'euros, des tableaux de valeur, des vêtements de luxe ont été saisis par les policiers. À se demander pourquoi la justice française cherche des poux sur la tête des chefs d'État africains qui, comme on le sait, appartiennent aux précarés français depuis la nuit des temps. Le problème, n'est-ce pas, relatif à l'accusation de la France. La France qui accuse de temps en temps certains chefs d'État africains de biens mal acquis, ça relève, n'est-ce pas, de ce que nous appelons l'esprit de domination de la France sur les États africains. Et ceci remet sur la table le débat, n'est-ce pas, le problème de la récolonisation de l'Afrique. Parce qu'il n'a jamais vu un chef d'État africain accuser le chef d'État français d'avoir détourné telle somme ou d'avoir certains biens mal acquis. Dans un communiqué adressé à l'abbé maître Emmanuel Marcini, l'avocat de Teodoro Nguema Obiang Nguema a tenu à préciser que ni cet appartement ni cet immeuble ne lui appartiennent et qu'il n'y ait pas de domicile. Ces locaux sont la propriété de l'État de Guinée équatoriale et sont utilisés aux fins de sa mission diplomatique en France. Ainsi, il bénéficie de la protection diplomatique prévue par la Convention de Vienne
et sont à ce titre inviolables. C'est le point de vue du ministère des Affaires étrangères qui prévaut, a-t-on indiqué de sources proches de l'enquête. Les logements privés n'ont pas de statut diplomatique et ne bénéficient d'aucune immunité. Pour les autorités françaises, cet appartement est bien celui de Teodorino Nguema Obiang Mongo. La même France accuse certains chefs d'État qu'ils ont des biens mal acquis. Qui les a placés? C'est toujours la France. Et qui exploite l'Afrique plus que la France? C'est la France même qui devait porter ces accusations sur eux et nous laisser en paix. Après le dépôt de plainte de l'ONG Transparency International France, la justice enquête depuis décembre 2010 sur les conditions d'acquisition en France de biens au patrimoine de 3 chefs d'État africains, Feu Omar Bongo Ndimba du Gabon, Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville et Théodoro Obiang Bazogo de la Guinée équatoriale. En septembre 2011, les policiers avaient déjà saisi 16 véhicules de luxe, dont une Bugatti estimée à plus d'1 million d'euros lui appartenant. Le fils du président Obiang conteste fermement les accusations infondées de détournement de fonds publics dont il est la cible. Afrique Horizon, nous sommes arrivés au terme de cette émission avec ce reportage. D'ailleurs, il y a des précisions qui sont faites là. Il y a la population guinéenne qui se prononce. Il y a une violation des procédures qui est établie. Hubert, depuis que cette histoire sévit, je n'ai cessé de vous dire que c'est de la manipulation. Quand je vous le dis, je ne suis pas avec ce peuple, avec ces hommes de la rue. Vous avez suivi tout à l'heure. Il y a un monsieur qui vient de dire que c'est la recolonisation de l'Afrique, c'est une stratégie. Merci bien. Dieu la conscience. Oui, Hubert. Ce que c'est le mot de fin. Le mot de fin. Ouais. Ah ben, ce que je voudrais dire, c'est que j'invite les jeunesses africaines, n'est-ce pas, à se masser derrière des actions de défense de M. Laurent Gbagbo, et puis des gens comme Mugabe qui représentent franchement l'intérêt profond de l'Afrique. Et puis, si vous permettez, j'aimerais vous parler de ma discographie tout à l'heure. Là, c'est l'album Kadhafi, c'est mon dernier né. C'est un album hommage à Muammar Kadhafi qui compose des titres tels que Sarkophou, Obama, Quelle déception, et puis le titre Kadhafi lui-même. L'autre, c'est l'album hommage à l'album Libéré Gbagbo, qui m'a valu ma dernière arrestation. Et il est là, il est disponible. Il contient des titres comme Président de l'Hôtel du Golfe. On va pas en parler. Comme la recolonisation. Et puis Mourir au pouvoir. Mourir au pouvoir, c'est celui-là que j'ai sorti il y a 1 an de cela, en préparation du dernier braquage électoral qu'on a eu au Cameroun. C'est vous qui le dites. Le dernier. Et puis le dernier, c'est février 2008. Février 2008, c'est les chansons composées pendant ma dernière détention à la prison centrale de Kondengé Yaoundé, lors justement des émeutes de février 2008, et c'est l'écriture musicale de ces événements. Merci. Bon mais là, il n'y a pas le premier qui est Libéré on reviendra la presse. prochainement. On reviendra prochainement. Libéré bon la presse retour. Qui est à votre honneur. Merci bien. Voilà. Bon retour au Cameroun. Merci. Docteur Wansi, votre mot de fin, c'est avec vous qu'on conclut. Je constate que le débat est très ouvert sur votre plateau. Merci bien. Vous faites une information réellement africaine. Je ne veux pas dire panafricaine, je préfère dire africaine. Merci. Et que à l'étranger, dans les pays francophones où je passe, on vous suit. D'ailleurs, je viens d'appeler mon fils qui m'a dit qu'il vous suit, il m'a suivi. En tout cas, nous sommes sur satellite, on est suivis dans le monde entier. Et ça me fait plaisir de vous voir travailler ainsi. Merci d'être venu, docteur, et d'avoir accepté ces débats contradictoires pour la réflexion, pour le développement, pour le devenir de l'Afrique. Merci à la charmante équipe qui nous a conduits pendant ces 3 heures pratiquement de l'ordre, parce que nous avons eu des rajouts au niveau de la réalisation. Merci à vous tous, les Africains, qui nous avez suivis sur la place du monde. Merci à vous qui nous avez accueillis chez vous. Retrouvons-nous dimanche prochain, quand il sera 13 h, s'il plaît à Dieu, pour parler de l'Afrique. L'Afrique qui doit en réalité être, comme cela s'est dit, le berceau de l'humanité, mais le berceau dans le développement de l'humanité. Portez-vous bien.